Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle immersion totale dans nos sources. Aujourd'hui, on s'attaque à un document audio vraiment fascinant. Ouais, un document d'une richesse assez insoupçonnée en fait. C'est ça, on parle d'un enregistrement brut, une vraie session de jeu de rôle sur table. Pour être précise, c'est l'épisode 3 de la campagne Les sorcières de la Matrice. Absolument. Et l'idée aujourd'hui, pour quiconque nous écoute, c'est pas de faire un simple résumé d'une partie entre potes. On va vraiment extraire la moelle épinière de cette session. Exactement. On va voir comment, à travers des simples jets de dés et de l'improvisation narrative, ce médium arrive à explorer des dynamiques hyper complexes. La gestion du traumatisme par exemple. Ouais, le traumatisme, le sacrifice corporel et la survie d'un petit groupe face à un système oppressif. Dans la métropole dystopique de Néoluthe. Voilà. Et puisqu'on navigue dans Néoluthe aujourd'hui, on va pas s'attarder sur le vernis cyberpunk classique. Notre audience maîtrise déjà ça. Les mégacorporations comme Gémocorps, les gangs, les factions religieuses extrémistes. C'est le paysage de base. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment comment les joueuses manipulent ces éléments. Tout à fait. Mais avant de plonger là-dedans, il faut vraiment poser un cadre strict par rapport au contexte politique de cette fiction. Ouais, c'est super important de le rappeler. Les protagonistes de cet enregistrement font partie d'une cellule de la Commune. Et dans l'univers du jeu, la Commune est un groupe armé, un groupe rebelle, mais qui utilise des méthodes terroristes claires. Des attentats à l'explosif aveugle, ce genre de choses. Voilà. Donc il est impératif de souligner que notre analyse se limite à rapporter les faits de cette fiction, de manière purement objective. Il n'y a aucune validation morale ou politique des actes de violence qui sont décrits dans l'audio. On est bien d'accord? Aucune. On observe ça strictement comme un outil de construction d'univers. Un world building qui place les personnages face à des dilemmes insolubles. Le décor est posé. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y. L'enregistrement s'ouvre sur un prologue vraiment intéressant parce que il n'y a aucune action héroïque. C'est très intimiste. Ouais, on découvre les personnages à travers leurs failles, comment leur passé forge leurs actions présentes. Prenons Lana, par exemple. La documentaliste. C'est ça, elle bosse aux archives. Elle baigne dans l'information brute, tous les jours. Et l'audio nous la dépeint complètement rongée par la dissonance cognitive. Face aux fameux attentats récents de la Commune, justement. Elle commence à douter gravement. Elle cherche à enquêter sur sa propre organisation pour s'assurer que sa cellule n'est pas liée aux branches les plus sanguinaires. Ce qui est fascinant ici, c'est l'intelligence avec laquelle cet archétype est construit. Ce doute pragmatique de Lana offre un point d'ancrage fondamental au récit. Ça change des rebelles fanatiques habituels. Exactement. Elle refuse cet aveuglement idéologique qu'on voit souvent dans les fictions cyberpunk. Elle se pose des questions. Et puis, le ton change complètement avec le flashback de Néoen. C'est vraiment un passage glaçant à écouter. Ah, ce flashback, oui. D'une violence psychologique inouïe. La narration nous ramène quand elle a 10 ans. Elle est face à une mère très abusive qui lui enfonce une doctrine terrifiante dans le crâne. Une phrase du genre. Ce n'est pas en sauvant une seule personne que tu vas sauver Néoluthe. C'est en détruisant les grands. La violence pure inculquée comme unique langage viable. C'est terrible. Et le maître du jeu lit ça de façon brillante à l'équipement physique de Néoen. Elle a une queue cybernétique. Qui au départ était un outil de liberté. C'est ça, ouais. À la base, c'était une modif corporelle pour bondir de toi en toi. Une émancipation. Sauf que la guérilla urbaine a transformé cet appendice. Il abrite tous ses modules de piratage maintenant. Son instrument de liberté est devenu la chaîne qui la lie à ses responsabilités militantes. C'est qu'une métaphore parfaite des luttes systémiques. L'outil finit par dicter la fonction. Absolument. Et au milieu de toute cette technologie froide, on a le personnage de Meryl. La présentation détonne complètement dans l'audio. L'ambiance sonore de l'enregistrement change du tout au tout à ce moment-là. On quitte les serveurs pour un refuge précaire. C'est beaucoup plus organique. Et Meryl porte des stigmates. Des cicatrices très précises au centre des mains et sur le front. Ouais. Et le système de jeu traduit ça par une aura de charisme. Elle attire les confessions des gens du quartier. Elle agit presque comme une figure religieuse locale. Elle est même respectée par le clergé officiel, le mystérieux Père François. Comment un jeu justifie l'intégration d'une figure mystique dans une cellule d'opération clandestine? Clandestine, pardon. C'est là toute la tension narrative. Le récit ne se contente pas de réunir des gros bras. Il oppose des visions du monde. Lana avec son doute pragmatique. Néoen avec son fardeau technologique et corporel. Et Meryl avec son élévation quasi christique. Une trinité très imparfaite. La session démontre bien que dans un monde totalitaire, l'acte de résistance se fragmente. La technologie seule ne suffit pas. La foi seule est trop vulnérable. Et le pragmatisme manque de chair. Exactement. Et cette fragilité va exploser en plein vol dès qu'elle passe à l'action. La descente aux enfers.
L'incursion au club Le Carpath. Le QG du gang des vampires. Ouais. Dans l'audio, l'ambiance du club est décrite avec une lourdeur vraiment étouffante. À la base, c'est juste de la surveillance. Elles doivent garder un œil sur Papillon. Une fille extrêmement vulnérable qui est accro à une drogue locale, la sainte dope. Et la mécanique s'emballe quand Papillon est enlevé par les gardes de la boss du gang Bella Lugosi, soi-disant pour payer une dette. C'est là que la joueuse de Néo-N prend un gros risque. Elle décide de se connecter mentalement au réseau de sécurité du club. Et là, on entend vraiment le stress autour de la table, le bruit des dés. Le jet de la panique. Et bim, Neo-Ican encaisse instantanément 9 points de cyberpsychose. Ce qui est énorme dans ce système de jeu. La surcharge mentale est violente, on l'entend dans la voix de la joueuse. Cette jauge de cyberpsychose, c'est vraiment la matérialisation du coût cognitif. Accéder à la vérité dans cet univers demande de sacrifier sa santé mentale. Un burn-out numérique accéléré. La joueuse accepte de frôler la folie pour arracher une information au système. Un vrai sacrifice intellectuel. Et l'information qu'elle obtient, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, cette information change tout. La caméra piratée ne montre pas un bureau de mafieux. Pas du tout. Neo découvre une infrastructure industrielle, en plein sous-sol, des rangées de réfrigérateurs avec des poches de sang humain. Étiqueté Projet E et Projet Elyséum. Papillon n'est pas puni pour une bête dette financière. Elle est littéralement drainée de son sang dans une clinique clandestine. On bascule de l'intimidation de rue à l'horreur corporatiste pure et froide. Si l'on relie cela à la situation globale de Neoslets, le glissement thématique est magistral. C'est-à-dire dopé. Le mythe du vampire est totalement dépouillé de son romantisme gothique. Les membres du gang, avec leurs dents limées, ne sont que des sous-traitants d'une immense machine capitaliste. Ils récoltent la matière première. Voilà. Ils exploitent la misère. Ils ciblent les marginaux comme Papillon pour alimenter la recherche des mégacorporations. C'est la marchandisation ultime du corps. La biologie humaine comme simple ressource extractible. L'horreur, c'est pas le monstre, c'est l'optimisation fiscale. C'est cynique à souhait. La réaction du groupe autour de la table est hyper viscérale. Neo en attaque sauvagement une membre du gang avec sa queue cybernétique. La panique totale. La Lana déclenche l'alarme incendie. L'évasion de Papillon se fait dans un chaos monstre. Elle se retrouve jetée dans les rues sous une pluie battante. Et là, la précipitation entraîne une erreur fatale. Elles choisissent le chemin le plus court. Malgré le couvre-feu imposé par les fanatiques religieux dans ce secteur, pourquoi est-ce que le maître du jeu les punit aussi durement pour cette fuite en avant? Parce que dans la dynamique du jeu de rôle, la panique, c'est le vrai antagoniste. Ouais. Les joueuses ont épuisé leurs ressources mentales. Elles prennent une décision basée sur l'urgence émotionnelle et pas sur la tactique. L'erreur de cartographie devient une perte de lucidité. Et Néolutz ne pardonne aucune perte de lucidité. Elle tombe nez à nez avec l'incarnation de l'autorité punitive. La patrouille de Templiers. 12 soldats en armure lourde. Et au milieu, l'inquisiteur Gangsborg. Dans l'enregistrement, le maître du jeu le décrit avec un manteau de cuir noir géant. Une force surhumaine. Il soulève une victime du sol sans aucun effort. L'archétype du fanatique terrifiant. C'est là que Meryl tente un coup de bluff monumental. Elle utilise ses connaissances religieuses. Elle fait le signe du néo-évangile et dit à l'inquisiteur qu'elles escortaient Papillon pour la punir de ses péchés. Un mensonge désespéré. Le jet de déroule, un succès critique incroyable grâce à un point d'adrénaline. Le bluff passe. Oui, mais la réussite mécanique déclenche un cauchemar narratif. Gangsborg est ravi. Dans sa logique fanatique, il approuve l'initiative, mais il exige d'appliquer la sentence sur le champ, le châtiment de la proscrite. Il sort un fouet technologique conçu pour amplifier la douleur nerveuse. Il jette Papillon au sol. Le bluff les a sauvés de l'arrestation, mais condamne l'innocente à une exécution ritualisée. C'est un dilemme insoutenable pour les joueuses. Mais Néo-N refuse ça. Elle s'interpose. Elle s'agenouille et dénude son propre dos. Révélant les anciennes cicatrices de sa mère. Et elle prend les coups à la place de Papillon. Et pendant ce temps, Meryl, qui est prise au piège de son propre mensonge, doit réciter des psaumes en regardant son ami se faire lacérer. L'ambiance à la table à ce moment-là est d'un silence absolu. Cela soulève une question importante sur l'évolution de Néo-N. Vas-y. En s'interposant, elle reconfigure le sens de son héritage. Sa mère voulait qu'elle utilise son corps pour détruire. En recevant le fouet, Néo brise le cycle. Elle utilise son corps meurtri comme bouclier d'empathie. Et l'Inquisition est mise à nu. Derrière le dogme, c'est juste de la brutalité sadique institutionnalisée. Et la mécanique du jeu tape fort. Néo sombre dans le coma. Ses points de vie chutent à zéro. Elle la traîne au refuge. Elle survit de justesse grâce à une injection de sainte DOP dans le cœur.
Mais le système de règles impose une séquelle. Perte permanente de points de mobilité, lésion nerveuse définitive. La joueuse est marquée à vie pour le reste de la campagne. Le traumatisme narratif devient mathématique. Le courage a un coût irréversible. C'est brillant. Mais le scénario ne leur laisse aucun répit. Quelques jours plus tard, elles doivent plonger dans la matrice. Et là encore, c'est pas un piratage classique. Non, elles se connectent dans le réseau mental de Meryl. C'est un monde post-apocalyptique incroyable. Le ciel est bleu-azur, parfait, avec un immense soleil rouge. Et la ville de Néolute est engloutie sous un océan calme. Des cadavres et des monstres marins flottent sous l'eau. Meryl explique que c'est la vision prophétique qui la hante depuis l'enfance. C'est dans ce décor surréaliste qu'elle rencontre leur contact, Viviane. Qui choisit d'apparaître sous la forme d'un immense flamant rose, majestueux. Ouais, le décalage est total. Sauf que le vernis craque vite. Elles comprennent qu'elle parle à Elizabeth Goldman. La sœur du grand patron de Gemocorps, l'hyperélite, la dame en rose. Et son discours est d'un cynisme sidérant. Elle déteste son frère Louis. Elle veut détruire son empire patriarcal. Pas pour libérer le peuple, bien sûr. Non, juste pour instaurer son propre pouvoir féminin. Un matriarcat tout aussi écrasant. Pour les acheter, elle leur donne des pyramides roses de données. Les coordonnées des piles corticales du groupe Les Andromèdes. Des consciences numérisées. Des gens comme Spite ou Joy. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pourquoi l'élite pactise avec les bas-fonds? Ça met en lumière l'illusion du libre arbitre. Le groupe de résistantes se retrouve à agir comme des mercenaires pour une faction de l'élite contre une autre. La lutte des classes récupérée par les conflits internes des mégacorporations. Exactement. L'aristocratie utilise la colère des rues pour optimiser son propre pouvoir. Et la preuve ultime de ce cynisme corporatiste éclate à la fin de la scène. Une joueuse fait le lien entre les données volées et le club des vampires. Elle prononce le mot « Élyséum » à voix haute dans la matrice. Et là, c'est le cataclysme. Onde de choc monumentale. Tout le réseau mental de Meryl tremble. Le simple fait de prononcer ce secret déclenche les sécurités de la matrice. Elizabeth Goldman comprend qu'elles en savent trop. Elle lance un traçage offensif contre elles. Fuite en avant frénétique. Meryl force la déconnexion d'urgence pour sauver leur cerveau. Elles se réveillent en hurlant dans le refuge. Une tension folle. Et le coup de grâce. Sur leurs écrans qui s'éteignent, un dernier message de détresse passe les pare-feux. Au secours, point de suspension, Spite. Fin de l'enregistrement. Le cliffhanger parfait. Quand on prend un peu de recul sur toute cette session, la densité thématique est prodigieuse. C'est bien plus qu'une simple partie de dés. Cette science-fiction utilise des matrices et des implants pour parler de nos failles actuelles. L'accaparement des ressources, la lutte des classes, la manipulation des masses. Le contrôle total des corps. Exactement. Chaque perte de statistiques rappelle que l'émancipation dans un tel système est une transaction douloureuse. Et ça nous amène à une réflexion finale vraiment troublante pour notre audience. Tout au long de l'audio, on observe un contraste vertigineux. Oui, un clivage clair. D'un côté, l'hyperélite de Néolithe dépense des milliards dans le projet Elyséum, les piles corticales. L'objectif, c'est de télécharger la conscience pour atteindre l'immortalité numérique. Une existence stérile, mais sans aucune douleur physique. Le privilège absolu. L'esprit sauvegardé sur une puce inaltérable. Et de l'autre côté, dans les ruelles détrempées, des filles comme Néo n'ont que leur chair pour sauver une vie innocente. Il n'y a pas de sauvegarde cloud. Il n'y a que le sacrifice sanguin. Il faut dénuder son dos, se laisser mutiler par un fouet et accepter que la peau garde éternellement la mémoire de la violence. Si l'esprit peut fuir la douleur en se numérisant, mais que l'empathie nécessite le don de son propre corps physique. Voilà, c'est la grande question qui reste en suspens. Qu'est-ce qui définit encore véritablement notre humanité dans ce monde bostonk? C'est une question vertigineuse. Est-ce que l'âme réside dans cette perfection de la machine incorruptible, ou est-ce qu'elle se lie finalement dans les cicatrices imparfaites qu'on est prêt à porter pour les autres? C'est sur cette pensée qu'on va laisser nos auditeurs méditer. Merci d'avoir exploré ces sources avec nous et à très bientôt pour une nouvelle analyse.